Daniel Mandon, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des vins et ça tombe bien, on a plusieurs questions à vous poser. La première, elle est toute simple. J'ai vu vin rebelle et ça m'a posé question. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la définition d'un vin rebelle? Alors, j'appelais vin rebelle, en fait, ce sont les vignerons qui sont rebelles. C'est des vignerons qui ont lutté contre le diktat des AOC, des AOP avant. Donc, c'est des cépages, ils cultivent des cépages qui ont été interdits. Suite à l'invasion du phylloxéra, qui était un poux qui vivait dans le sol, qui était importé des USA, les vignes ont été complètement détruites en Europe. Et on a eu plusieurs solutions. Donc, soit replanter, continuer à planter des pieds américains, qui avaient des vins qui étaient, à l'époque, qui étaient acides, qui n'étaient pas très bons, on peut leur trouver plein de défauts, qui pouvaient rendre fous, etc. La seconde chose, c'était de greffer les pieds européens sur les pieds américains, parce que le poux qui a détruit tout le vignoble, il vit que dans la terre. Donc les pieds américains étaient résistants, ils étaient naturellement résistants, ils vivaient avec. Et les pieds européens, ils n'ont pas les mêmes gènes. Donc on a fait des grosses formations de greffage. Et puis d'autres vignerons, d'autres créateurs qui ont dit, ben, nous, on va créer des hybrides. Donc on a pollinisé des pieds américains avec des pieds européens et on a fait des hybrides. Le premier obtenteur s'appelait Contenso à Aubenas et il a commencé à créer des hybrides. Il les a transmis à des ingénieurs agronomes et ces ingénieurs agronomes, ils ont continué sa création et ça a duré jusqu'à les années 56, c'était en 1880-90, jusqu'en 1956 où de nouveau on a eu une interdiction totale de commercialiser ces cépages. Donc on a le droit de les consommer, mais pas de les commercialiser. Et aujourd'hui, ces vins rebelles, on peut les trouver partout? Ou alors c'est spécifique par région? C'est quelque chose d'un un peu unique? Alors il y a une grosse poche de résistance qui était dans les Cévennes, ouais, avec les cépages américains. Eux, ils ont été interdits carrément, il fallait les arracher. En 1936, on a dit arrachage complet de ces cépages. Et eux, ils ont continué à les cultiver, c'était des vignes qui venaient de leurs parents et tout. Et aujourd'hui, ils continuent à les cultiver. Donc c'est une grosse résistance. On va dire qu'ils étaient rebelles par rapport à la loi. Et les hybrides, donc, ils représentaient à peu près 40% du vignoble en France. Et il y a eu un gros plan d'arrachage. Aujourd'hui, il doit représenter 0,5%, quelque chose comme ça. Mais il y a un renouveau grâce à la création de ces hybrides, parce qu'on s'est aperçu qu'ils avaient plein de qualités. Donc la qualité première, c'était la résistance aux maladies. La seconde chose, c'est qu'ils se multiplient par bouturage, donc ils ne demandent aucun frais. La troisième chose, c'est des cépages qui sont magnifiques au niveau couleur et avec des vins qui sont extraordinaires quand ils sont bien vinifiés. Alors je ne suis pas très spécialiste, mais on peut faire des blancs et des rouges. Alors, par rapport, si on parle de la viticulture en Europe, il y a 400 variétés de cépages européens et les hybrides, ça en est créé 40 000. C'est-à-dire que c'est à l'infini. On pollinise un cep avec un autre, on pollinise des hybrides ensemble. Donc on a 400 variétés européennes et aux USA, je crois que des pieds américains, des sortes de pieds américains, il y en a à peu près une centaine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand on multiplie à l'infini, ça fait beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités. Donc il y a beaucoup d'hybrideurs qui ont créé ces hybrides. Alors la grande nouveauté, on est au château de Bouthéon. Il y a un vin qui a été planté, un vin qui a été cultivé, ça s'appelle le Castel de Bouthéon. Est-ce que vous pouvez nous parler de son histoire également et comment ça s'est fait? Alors d'abord c'est un cépage que j'ai planté. Ouais. Alors grâce à la personne qui est derrière nous, là, qui s'appelle Eric, j'ai été contacté pour faire une vigne pédagogique. Donc c'était il y a 4 ans. Donc j'ai dit écoute, c'est facile, on va faire des boutures. Donc on a fait des boutures avec 2 cépages. Un cépage qui est un Villard 12 000, qui est un blanc, et avec du Castel. Alors c'était bienvenu, Castel ça veut dire château. Et on a fait des boutures dans une serre. Ensuite, les boutures, c'est un sarment que l'on coupe, qu'on plante dans la terre, qui va raciner. Et l'année 2, on va planter la vigne.
Est-ce que la terre a de l'importance dans le goût? La terre, c'est énorme. Ouais. Énorme. Quand on parle de terroir, la terre, oui, c'est énorme l'importance qu'elle a. On a des terrains chez nous, là, sur la région, qui sont granitiques, qui sont argilo-calcaires, et puis il y a du basaltique. Et on a des vins complètement différents avec le même cépage. Ici, on est dans des terres ancestrales où la vigne avait été plantée, à Boutéon, puisqu'en 1956, avant les plans d'arrachage, il y avait 80 producteurs qui faisaient des hybrides. Et sur ces 80 producteurs, il n'y a aucun qui faisait des plants européens, que des hybrides. Et l'idée, elle est venue comment de refaire du vin ici au château de Boutéon? Alors, en fait, au départ, c'était pas le but. Ouais. C'était vraiment un truc pédagogique. Et suite, ça a pris de l'importance. On a planté 1000 mètres ici. Suite à cette importance, on a décidé un jour, Eric, il m'a dit, peut-être que l'an prochain, donc l'année 2024, on fera une cuvée. Et on a fait une cuvée de blanc et de rouge. Le blanc qui est de Villard 12000 et le rouge qui est de Castel. Et cette cuvée, on peut la trouver où? On peut l'acheter où? On peut la consommer où? Elle est unique, puisque c'est la seule ville en France, Andrézieux-Boutéon, qui ont une cuvée à leur nom. Il n'y a aucune commune qui a une cuvée au nom de... Et on la trouve chez des restaurateurs? Alors, on la trouve nulle part qu'au château. Seulement au château? Et aujourd'hui, elle n'est pas commercialisée. Cet après-midi, on aura le droit de la goûter. Voilà, mais je pense qu'après, il faut une vigne, il y a un code. Donc, il y a la plantation qui a été faite, ça a été codé. Et aujourd'hui, il faut avoir le droit de le vendre. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Pour terminer, avant de vous laisser à vos dégustations, on est donc aujourd'hui c'est tout le week-end, c'est le salon des vins rebelles, justement. Quelle est l'idée, là aussi? Quel est le programme de ce salon des vins rebelles? Alors, c'est une aventure qui a commencé il y a 4 ans. On était dans la commune où j'habite, Boissé-Saint-Priest, donc on a fait un salon avec des chapiteaux et tout, avec des infrastructures qu'il fallait louer, qu'il fallait amener. Donc on a eu un travail énorme avec beaucoup de bénévoles. Et là, c'était un peu dangereux, on n'avait ni eau, ni électricité, ni tout. Et on a été obligé d'arrêter faute d'infrastructures. On a eu la chance que le château, puis la ville d'Andrézieux-Boutéon, nous a accueillis à bras ouverts. On a eu les premiers contacts à l'automne. Et là, on a dit, oui, pourquoi pas essayer de faire un salon. Et cette année, donc, on a la chance de faire goûter la première cuvée et la chance d'être accueillis dans ce magnifique lieu. Tout le monde s'en rend compte. Des gens qui arrivent ici, ils ne connaissaient pas, ils me disent, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Et merci à eux. Quel est le but d'un salon? C'est de faire découvrir des domaines, c'est de passer une bonne journée, c'est d'établir des contacts. Quelle est finalement la finalité d'un moment convivial comme celui-ci? La finalité, c'est qu'on a tous des vignerons qui ont un esprit, comment je dirais, critique par rapport aux diktats des AOC, c'est AOC maintenant, AOP, pardon. Du commerce AOP, ou des voilà, AOP? c'est les appellations d'origine protégée. Donc ils ont lutté contre ça, et aujourd'hui ils se retrouvent ensemble, ils peuvent en discuter, et ça fait avancer disons, l'image de ces vignerons. Ils font goûter leur vin, et les gens disent, ouais, c'est surprenant et c'est bon, quoi. Ouais, oui, ce matin, on a eu un concours des vins. Les gens qui étaient autour de la table, ils étaient étonnés, quoi. Ils me disent, mais ouais, on a goûté que des bons vins. Ah oui, donc voilà. C'est un peu le but de faire découvrir cette qualité. Oui, qu'on n'ait pas une idée préconçue de ces cépages rebelles, on va dire. Moi, j'aime bien ce mot rebelle. Il me va tout à fait. Non, mais écoutez, je vous remercie. Mais là, en fait, c'est surtout les vignerons qui sont rebelles. Il y a les cépages qui sont rebelles parce qu'ils n'arrêteront pas dans les clous. Mais le premier, c'est quand même le vigneron qui tient les rênes, comme dans un cheval, quoi. Le cheval, il peut être docile. Si le conducteur du cheval, il n'est pas bon, il va aller dans les fossés, quoi. Voilà. Il faut que tout le monde soit bon pour avoir un vin de qualité. Je pense de A à Z. Voilà. Alors, l'avantage de ces hybrides, de ces cépages rebelles, ils ne demandent aucun traitement, quoi. C'est extraordinaire. Enfin, beaucoup demandent aucun traitement. Il y en a qui en demandent 1, 2 par an, mais c'est minime par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur les cépages, on va dire, recommandés. Dernière question, ce salon, il est voué à être là toutes les années, ou alors c'est une année sur deux, ou alors c'est qu'une seule fois? Comment ça va se passer dans le futur? Pour ceux qui auraient manqué ce moment si agréable et convivial. Là, nous, on espère le renouveler. Ouais. On va voir aujourd'hui ce qu'il en est. Cet après-midi, on a des sentiers pédagogiques qui nous font découvrir
tout le parc du château, avec dégustation de la première cuvée du château. On a le droit de le faire goûter, mais il ne sera pas en vente. J'ai juste envie de vous dire une chose, alors à la vôtre. À la nôtre. Merci. Bah, écoutez, merci à vous.